Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons 5 des accidents les plus troublants et tragiques qui ont coûté la vie à des cascadeurs. Ce sont les histoires d'individus courageux qui ont repoussé les limites pour notre divertissement, payant le prix ultime. Nous plongerons dans les détails de ce qui a mal tourné et rendrons hommage à leur contribution au monde du cinéma. Découvrons les mésaventures les plus marquantes de l'histoire des cascades. Le 16 septembre 1985, à San Bernardino, en Californie, Art Scholl, un célèbre pilote acrobatique, se préparait pour une nouvelle journée de tournage. Expert en figures aériennes, il avait travaillé sur de nombreux films. Ce jour-là, il participait au tournage d'un film qui allait devenir un blockbuster, Top Gun. Art, alors âgé de 53 ans, était reconnu pour sa préparation minutieuse. Son épouse Judy travaillait souvent à ses côtés. Art avait pour mission de filmer des plate shots, c'est-à-dire des scènes d'arrière-plan utilisées derrière des acteurs comme Tom Cruise et Val Kilmer. La manœuvre qu'il devait réaliser était un vol en vrille inversée, une figure qu'il avait enseignée à des centaines d'élèves au cours de ses 18 ans de carrière comme instructeur d'aviation. Art et Judy quittèrent leur domicile pour se rendre à la base aérienne d'Edwards. Après quelques prises de vue au-dessus des terres, ils déjeunèrent ensemble avant qu'Art ne change d'avion et se rende à l'aéroport de Palomar à Carlsbad. Là, il retrouva l'équipe de tournage et se prépara à filmer au-dessus de l'océan Pacifique. Art communiquait avec l'avion d'observation qui le suivait, veillant à ce qu'il garde une distance suffisante pour ne pas apparaître dans la prise de vue. Par radio, il annonça qu'il allait entamer la vrille inversée. Alors qu'il amorçait la manœuvre, Art envoya un premier message. « J'ai un problème ». Quelques secondes plus tard, il ajouta « J'ai un vrai problème ». L'avion d'observation perdit alors le contact visuel avec celui d'Art. En arrivant sur place, ils ne trouvèrent que des débris et une nappe d'huile flottant sur l'eau. À l'aéroport de Rialto, Judy attendait le retour de son mari. Lorsque l'avion d'observation atterrit sans lui, elle comprit que quelque chose de grave s'était produit. L'équipe lui confirma ses pires craintes. L'avion d'Art était équipé d'un parachute et d'un gilet de sauvetage, et l'avion d'observation disposait également de gilets et d'un radeau de secours. L'accident s'était produit à environ 8 km au large de Carlsbad, dans des eaux profondes, rendant les opérations de récupération presque impossibles. Le Conseil national de la sécurité des transports ouvrit une enquête et conclut que la désorientation spatiale pourrait être à l'origine de l'accident. Cependant, sans l'épave ni enregistrement, la cause exacte reste un mystère. Judy supposa qu'une défaillance des commandes, un blocage de la caméra ou même une désorientation auraient pu causer le crash, mais aucune hypothèse ne put être confirmée avec certitude. Sa passion pour l'aviation était contagieuse et il la partageait avec ceux qui l'entouraient et contribuait activement à l'industrie cinématographique. Son travail sur Top Gun devait être un succès de plus à son actif, mais il est finalement devenu le dernier chapitre de sa vie. Judy Scholl, également pilote, continua à voler et à s'impliquer dans la communauté aéronautique. Bien que profondément choquée par sa disparition, elle choisit de ne pas poursuivre les producteurs de Top Gun en justice, estimant qu'il n'y avait personne à blâmer. La mort d'Art laissa un grand vide dans la vie de Judy ainsi que dans celle de ses 2 fils, David et John, issus d'un mariage précédent. Malgré la tragédie, Judy continua de gérer leur entreprise aéronautique et resta liée à l'industrie du cinéma en fournissant des répliques d'avions au studio. Les contributions d'Art Scholl à l'aviation et au cinéma sont encore célébrées. Ses derniers mots, « J'ai un problème, j'ai un vrai problème », rappellent l'incertitude et les risques inhérents aux cascades aériennes. Le mystère de son accident demeure irrésolu, mais son héritage perdure dans les films auxquels il a participé et à travers les élèves qu'il a formés. Judy était convaincue qu'il aurait été enthousiaste à l'idée de voir le nouveau film et les progrès réalisés en photographie aérienne. Malgré la douleur de son absence, Judy continua d'embrasser le monde de l'aviation, un univers qu'Art lui avait transmis. Le 14 août 2017, à Vancouver, en Colombie-Britannique, Sequana Joy Harris, une pilote professionnelle de moto de 40 ans, se trouvait sur le plateau de tournage de Deadpool 2. Harris doublait le personnage de Domino, interprété par Zazie Beetz, pour une cascade en moto. C'était sa première expérience en tant que cascadeuse. La journée avait commencé comme toutes les autres, mais elle allait se terminer en tragédie. Joy Harris était reconnue pour son talent et son courage sur les circuits de course. Elle fut la première femme afro-américaine à obtenir une licence de pilote de moto sur route. Elle avait commencé à piloter en 2009 et courait en compétition professionnelle depuis 2014. Malgré son expérience étendue sur les circuits, elle n'avait jamais réalisé de cascade pour le cinéma auparavant. La transition du sport professionnel au métier de cascadeur est fréquente, de nombreux athlètes trouvant leur place à Hollywood dans ce domaine.
Ce jour-là, Harris devait réaliser une cascade sur une Ducati Hyperstrada 939. Elle avait pratiqué l'exercice plusieurs fois avant la prise finale, augmentant progressivement la vitesse pour atteindre celle requise pour la scène, entre 20 et 25 km/h. La cascade semblait simple, descendre une série de rampes et s'arrêter en douceur. Mais au moment de prendre la rampe, elle perdit le contrôle de la moto. Selon le rapport du BC Coroner Service, Harris accéléra au lieu de freiner comme prévu. La moto franchit la deuxième rampe, s'éleva dans les airs et s'écrasa contre la vitre d'un bâtiment. Éjecté de la moto, Harris subit de graves traumatismes crâniens. L'absence de casque contribua considérablement à la gravité de ses blessures. Malgré des soins médicaux immédiats, Joy Harris fut déclarée morte peu après l'accident. L'enquête sur l'incident révéla plusieurs manquements à la sécurité. WorkSafe BC, la commission des accidents du travail de Colombie-Britannique, mena une enquête approfondie. Le rapport mit en lumière de nombreuses violations des normes de sécurité par TCF Vancouver Productions, l'entreprise responsable du tournage de Deadpool 2. Il indiqua que la production n'avait pas effectué une évaluation complète des risques en tenant compte des contrôles de sécurité, de la vitesse de la moto et des limites de l'équipement. De plus, il n'avait pas veillé à ce que Harris porte un casque de sécurité ni fourni une supervision adéquate pendant la cascade. L'un des points critiques du rapport était l'absence d'une évaluation approfondie des risques avant l'exécution de la cascade. Ce manque de préparation et de supervision joua un rôle majeur dans l'accident. Le rapport souligna que des barrières auraient dû être installées pour empêcher Harris de sortir du périmètre de tournage. Leur absence permit à la moto de continuer sa course sans contrôle, entraînant le crash mortel. Les conclusions de WorkSafe BC aboutirent à une amende conséquente de près de 300 000 $ à l'encontre de TCF Vancouver Productions, en raison de multiples infractions graves aux normes de sécurité. Le rapport suggéra également que ces violations pouvaient justifier des sanctions administratives supplémentaires contre l'entreprise. La mort de Joy Harris bouleversa l'industrie cinématographique. Ryan Reynolds, la star de Deadpool 2, exprima sa profonde tristesse et sa douleur face à cette perte. Il reconnut l'impact de cette tragédie sur la famille et les proches de Harris. L'équipe de production, tout en affirmant que la sécurité était leur priorité, révisa ses protocoles de sécurité après l'incident. La famille de Harris conclut un accord à l'amiable avec le studio plus tôt dans l'année, mais les détails de cet accord restèrent confidentiels. Ses proches et la communauté des pilotes moto pleurèrent la disparition d'une pionnière et d'une passionnée qui avait brisé les barrières dans son domaine. Bien que Harris fût novice dans le métier de cascadeuse, elle n'était pas pour autant inexpérimentée. Elle pilotait et participait à des courses depuis près d'une décennie et son expertise sur circuit était indéniable. Cependant, la transition vers le travail de cascade en milieu cinématographique présente des défis importants. La pression de réaliser une cascade sur un plateau de tournage, particulièrement pour une première fois, peut être immense. Les attentes et l'exigence de réussir du premier coup ajoutent un niveau de stress pouvant mener à des erreurs. Après la mort de Harris, une polémique émergea autour de la question de la diversité dans le monde des cascades à Hollywood. Des rapports indiquèrent que l'une des raisons de son recrutement était le désir du producteur exécutif de trouver une doublure afro-américaine correspondant à l'apparence du personnage de Zazie Beetz. Elle souleva également des questions sur l'adéquation de la préparation et des mesures de sécurité prises pour la cascade. Le cascadeur vétéran Malcolm C. Murray apporta un éclairage sur les pressions et défis auxquels font face les cascadeurs, notamment ceux issus de la diversité. Il insista sur le fait que la responsabilité de sélectionner un cascadeur revient au coordinateur des cascades qui doit s'assurer que la personne choisie est prête et apte à exécuter la cascade en toute sécurité. L'absence de casque pour Harris, justifiée par le fait que le personnage de Domino n'en portait pas, fut une grave négligence. Des casques sur mesure, assortis de perruques, auraient pu être utilisés pour préserver la continuité visuelle du personnage tout en étant sûr. En octobre 2011, en Bulgarie, Kun Liu, un cascadeur chinois de 26 ans, participait au tournage du film d'action The Expendables 2. Kun travaillait dans l'industrie du cinéma depuis plusieurs années et jouissait du respect de ses collègues. Ce jour-là, il devait réaliser une cascade impliquant une explosion contrôlée, à bord d'un bateau pneumatique près du réservoir d'Ognanovo. L'explosion devait être maîtrisée, une procédure standard dans les films d'action. Kun Liu et un autre cascadeur participaient à la scène. Le plan prévoyait une détonation spectaculaire mais sécurisée, destinée à ajouter du réalisme au film. Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Lorsque les caméras ont commencé à tourner, l'explosion a eu lieu. Mais au lieu d'une déflagration contrôlée, l'explosion s'est révélée bien plus puissante que prévu, avec des conséquences catastrophiques. Kun Liu a été grièvement blessé. La force de l'explosion lui a causé des blessures mortelles et il est décédé sur place.
L'autre cascadeur, également blessé, a survécu mais a été gravement touché. La nouvelle de la mort de Kun Liu s'est rapidement répandue. Sa famille, ses amis et ses collègues étaient dévastés. Ses parents, Liu Zhongyu et Bai Yanmei, étaient inconsolables. Leur fils leur avait été arraché dans un accident tragique qui aurait pu être évité. Très vite, la famille a décidé d'intenter une action en justice contre les producteurs du film, Millennium Films, et contre le coordinateur des cascades, Chad Stahelski. En 2012, les parents de Kun Liu ont déposé une plainte pour décès injustifié. Ils ont accusé les réalisateurs et le coordinateur des cascades d'avoir négligé et omis de fournir une protection adéquate aux participants des cascades. La famille réclamait une indemnisation pour les frais funéraires et d'inhumation, ainsi que pour la perte du soutien, de l'amour, du réconfort et des services que leur fils leur apportait. Le procès a duré 4 ans, une épreuve éprouvante pendant laquelle les parents de Kun ont dû faire face à la douleur de sa perte tout en cherchant à obtenir justice. Finalement, la Haute Cour a tranché en faveur de la famille Liu, condamnant Millennium Films et New Image à verser 195 000 $ hongkongais, soit environ 25 000 $ américains. De nombreux fans et soutiens de Kun Liu ont estimé que ce montant dérisoire ne rendait pas justice à la valeur d'une vie humaine. Bien que l'argent ne puisse jamais remplacer leur fils, la somme allouée par le tribunal ne reflétait pas l'ampleur de la perte subie. En pleine controverse, une nouvelle réconfortante a émergé. La superstar internationale Jet Li, qui faisait une brève apparition dans The Expendables 2, a fait un don considérable à la famille de Kun Liu. Jet Li aurait donné 5,8 millions de $ hongkongais, soit près de 750 000 $ américains, à ses parents. Ce don représentait plus de 30 fois le montant accordé par la Cour. Jet Li, connu pour sa générosité et ses actions caritatives, souhaitait garder ce geste discret. Il voulait exprimer ses condoléances et apporter son soutien à la famille en deuil sans attirer l'attention des médias. Cependant, la nouvelle de son don a fini par devenir publique, suscitant l'admiration pour sa bonté et sa compassion. Les parents de Kun Liu, Liu Zhongyu et Bai Yanmei ont exprimé leur gratitude pour ce geste généreux. Bien que rien ne puisse ramener leur fils, le soutien de Jet Li leur a apporté un peu de réconfort dans cette période difficile. Le film The Expendables 2, avec une distribution de stars comprenant Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger et Jet Li, est sorti en 2012. Malgré la tragédie survenue pendant le tournage, le film a rencontré un grand succès commercial. À la suite du décès de Kun Liu, l'industrie du cinéma a continué à réévaluer les protocoles de sécurité afin d'éviter de nouveaux accidents. Cette affaire a également rappelé l'importance d'une compensation adéquate et d'un soutien aux familles et des travailleurs qui perdent la vie en exécutant des tâches dangereuses. Le 4 avril 2002, à Prague, en République tchèque, Harry O'Connor, un ancien Navy SEAL de 45 ans et cascadeur chevronné, se préparait à une scène complexe pour le film Triple X. O'Connor n'était pas étranger au danger. Sa carrière militaire et cinématographique l'avait conduit à accomplir de nombreuses missions à haut risque. Mais ce jour-là, le destin allait prendre une tournure tragique. Harry O'Connor réalisait une scène de parapente pour le film. La cascade consistait à descendre en parachute ascensionnel le long d'un câble et à atterrir sur un sous-marin. La première prise s'était déroulée sans encombre et avait été capturée avec succès. Cependant, le réalisateur, Rob Cohen, souhaitait une deuxième prise pour obtenir la meilleure image possible. Lors de sa seconde descente, quelque chose a mal tourné, il n'a pas réussi à se baisser suffisamment rapidement et a percuté un pilier du pont Palaki à grande vitesse. L'impact lui a brisé la nuque, le tuant sur le coup. Né le 28 août 1957 à Grand Rapids, dans le Michigan, Harry O'Connor était passionné de parachutisme depuis l'âge de 15 ans. Cette passion l'avait conduit à rejoindre la Navy, où il a servi pendant 20 ans en tant que membre des Navy SEALs et de l'équipe de parachutistes de la marine, les Leapfrog. Après avoir quitté la Navy, O'Connor s'est installé en Californie pour poursuivre une carrière à Hollywood en tant que cascadeur et coordinateur aérien. Il avait contribué à plusieurs grands films tels que Drop Zone, Titanic, Air Force One et Charlie's Angels. Son expertise en parachutisme et en cascade faisait de lui un atout précieux sur les plateaux de tournage. Malgré les risques inhérents à son métier, O'Connor n'avait jamais perdu son goût pour l'adrénaline des cascades. Le jour de l'accident, l'équipe de production de Hark a immédiatement imposé un embargo sur les informations concernant l'incident, probablement en raison du choc provoqué par l'événement et de la nécessité d'enquêter minutieusement sur les circonstances. La police locale a ouvert une enquête pour déterminer si l'accident avait été causé par une défaillance technique ou une violation des protocoles de sécurité. Le réalisateur Rob Cohen a plus tard commenté l'accident, soulignant les dangers auxquels les cascadeurs sont confrontés.
Il a déclaré « Nous avons fait appel à 500 cascadeurs pour ce film. 499 n'ont pas eu une égratignure. Cela montre jusqu'où nous sommes prêts à aller pour offrir aux spectateurs une expérience intense. Les cascadeurs savent qu'ils prennent des risques. Ils gagnent leur vie en jouant avec le danger. » Malgré cette perte tragique, les images de la première prise réussie d'O'Connor ont été incluses dans le montage final du film Triple X en hommage à son talent et à son courage. Le film, avec Vin Diesel et Samuel Jackson, a été principalement tourné en République tchèque et réalisé par Rob Cohen. L'intrigue suit un sportif professionnel spécialisé dans les sports extrêmes qui devient agent secret et doit démanteler un gang de la mafia russe. Harry O'Connor laisse derrière lui son épouse, Gemaline, et ses 2 filles. Sa mort a été un coup dévastateur pour sa famille, ses amis et ses collègues. Un service militaire a été organisé en son honneur le 13 avril 2002 à la base amphibie de la Navy à Coronado, en Californie. De plus, un festival de parachutisme commémoratif a eu lieu le 27 avril 2002 à Perris Valley en Californie, suivi d'une Celebration of Life pour célébrer sa mémoire. Le 3 novembre 1994, sur un plateau de tournage à Los Angeles en Californie, l'équipe du film comédie-horreur Vampire in Brooklyn se préparait pour une nouvelle journée de tournage. Parmi les nombreux professionnels présents se trouvait Sonja Davis. Sonja, qui doublait l'actrice Angela Bassett, était une cascadeuse expérimentée ayant travaillé sur des films comme Strange Days et Time Cop. Cependant, ce jour allait se terminer de manière tragique. Sonja devait effectuer une chute arrière de 13 mètres depuis le sommet d'un bâtiment dans une ruelle étroite. La cascade exigeait qu'elle tombe dans un espace confiné entre 2 bâtiments et atterrisse sur un grand coussin d'air censé amortir sa chute et assurer sa sécurité. Pourtant, avant d'exécuter le saut, Sonja a exprimé ses inquiétudes. « Tu es sûr ?» cria-t-elle au coordinateur des cascades, Alan Olinet. Sa mère, Wanda Sapp, et son frère, présents sur le plateau, ressentaient son malaise. La cascade semblait pourtant simple. Le coussin d'air remplissait toute la ruelle et le directeur de la photographie, Mark Irwin, pensait qu'il n'y avait aucun risque qu'elle le rate, à moins d'un imprévu. Le jour de la cascade, Sonja avait répété les mouvements et se sentait prête. Cependant, au moment de se lâcher et de tomber en arrière, elle n'a pas relâché son corps comme prévu. Elle a donné une poussée trop forte, ce qui a entraîné un choc de sa tête contre le mur de briques opposé. Seules les pointes de ses pieds ont touché le coussin tandis que le reste de son corps s'est écrasé sur le pavé. L'impact fut catastrophique. Gravement blessée, Sonja a été transportée d'urgence à l'hôpital. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale, elle a succombé à ses blessures 2 semaines plus tard. Après la mort de Sonja, sa mère a déposé une plainte en justice pour décès injustifié, réclamant 10 millions de dollars de dommages et intérêts à Paramount Pictures, à la société de production d'Eddie Murphy, au réalisateur Wes Craven, ainsi qu'au coordinateur des cascades Alan Olinet. La plainte alléguait que Sonja avait été poussée à exécuter la cascade malgré ses réserves sur la sécurité. Le parcours de Sonja dans l'industrie des cascades avait commencé à la fin des années 1980 lorsqu'elle avait été initiée à cette profession par le coordinateur des cascades Greg Elam. À l'époque, Sonja travaillait comme instructrice d'aérobic et de nutritionniste. Elle est rapidement tombée amoureuse de l'adrénaline et des exigences physiques du métier. Elle s'est entraînée avec rigueur dans le centre de formation de Greg, aux côtés de ses fils Hussan, Kofi et Kiyante. En tant que femme afro-américaine, Sonja se distinguait dans un domaine où la diversité était limitée. Elle exécutait une variété de cascades, incluant des chutes vertigineuses, des combats, des cascades à moto et en voiture. Elle s'est rapidement fait un nom et a doublé des actrices de renom telles que Janet Jackson, Whoopi Goldberg et Angela Bassett. Son dévouement et son talent lui ont valu le respect dans l'industrie. Mark Irwin, le directeur de la photographie, a raconté les moments précédant la chute. Selon lui, le coussin d'air était aussi grand qu'une maison et remplissait complètement la ruelle. La première nuit, une ambulance était présente sur le plateau, mais elle avait été retirée la seconde nuit. Irwin a plus tard réfléchi à l'incident, affirmant que Sonja avait suivi toutes les étapes nécessaires et connaissait les exigences de la scène. Pourtant, au moment fatidique, tout a basculé. Angela Bassett, qui avait travaillé étroitement avec Sonja, a été profondément affectée par sa disparition. Elle a publié une déclaration par l'intermédiaire de son attaché de presse, exprimant son chagrin et son admiration pour Sonja. C'était une artiste dévouée. Son travail comptait énormément pour elle, mais avant tout, elle était une femme de foi. Je l'aime et elle me manque terriblement.